Le gouverneur de la région d'Agadez a visité ce matin le chantier de construction du pont Telwa-Tawa-Agadez-Arlit. L'objectif est de constater de visu l'avancement des travaux du dit pont. Les précisions avec Moussa Ifalay et Mahamadou Adamou. Il s'agit à travers cette visite pour le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloké, de constater de visu l'avancement des travaux de construction du pont Telwa sur la route Tawa-Agadez-Arlit. D'une longueur totale de 160 mètres, le pont Telwa en chantier traverse l'un des plus grands corridors de l'Aïr. En période de pluie, les passages dans les deux sens constituent un véritable casse-tête pour les usagers de cette route. Aujourd'hui, grâce aux efforts de l'État, un pont mixte financé pour un montant de plus de 6 milliards de francs CFA voit le jour. À la date du 26 janvier 2021, l'avancement des travaux est estimé à 41% contre un délai consommé de 70%. Visiblement, les travaux démarrés le 1er avril 2020 pour un délai d'exécution de 14 mois avancent normalement. Les travaux se déroulent normalement. Le chantier avance normalement et nous sommes très confiants que ce travail pourra se terminer dans les délais impartis par le contrat. J'ai trouvé un chantier bien tenu, j'ai trouvé toutes les dispositions, notamment d'approvisionnement du chantier, prises afin que tout avance sans s'arrêter. Nous sommes confiants, nous sommes même très satisfaits de l'état d'avancement de ce chantier que nous visitons ce matin. Je profite donc de ce bon constat pour encourager et féliciter l'entreprise en charge de ces travaux pour le travail qu'elle est en train de développer ici. Une entreprise à laquelle nous avons signifié les attentes fortes des populations et des plus hautes autorités de notre pays. Un ouvrage important dont les caractéristiques ont été présentées au gouverneur de la région d'Agadez par le directeur régional de l'équipement d'Agadez. L'entreprise qui est adjudicateur de ces travaux, c'est l'entreprise chinoise qui est vraiment spécialisée dans la réalisation des ponts. Pour ce qui est des caractéristiques du pont, c'est un pont qui fait 160 mètres linéaires. Donc avec c'est-à-dire c'est des travées de 15 mètres. 10 travées de 15 mètres, ce qui fait 150 mètres. Donc avec la partie de la culée, donc ce qui fait un ouvrage de 160 mètres linéaires. Donc l'ouvrage aura le privilège d'être aménagé en amont et en aval, c'est-à-dire les accès de 150 mètres de part et d'autre en revêtement bicouche. La gabarit du pont fait 10 mètres linéaires. Donc la partie roulable fait 7 mètres avec des trottoirs d'1 mètre 50, 1 mètre 50. Le gouverneur de la région d'Agadez, Sadou Soloké, accompagné de la représentante de la délégation spéciale d'Agadez, Mme Sonizène Boisom, des responsables civils et militaires, a visité la centrale à béton, les postes de ferraillage, l'aire de stockage de matériaux et les sites de travaux. La formation professionnelle et technique connaît de plus en plus un regain d'intérêt avec l'attention accordée à elle par les autorités. Des outils performants sont venus renforcer ces dernières années les écoles déjà existantes et celles créées. Les détails dans ce dossier signé Lawal Moutani Maïnassara. L'essor industriel, le développement et la croissance économique de plusieurs pays, notamment développés, s'expliquent par le choix porté sur la formation professionnelle et technique. C'est ce que l'État nigérien a compris et appliqué depuis quelques années. Le gouvernement, à travers le ministère des Enseignements professionnels et techniques, s'est engagé à créer les conditions pour une implantation meilleure de la formation professionnelle. Formation qui permet aux jeunes scolarisés et non scolarisés de profiter d'une gamme d'apprentissage dans plusieurs filières porteuses. On pense que la formation professionnelle, c'est pour les gens qui n'ont pas réussi dans l'enseignement général. Grave erreur qui nous a rendu en retard. Ces 3 dernières années, beaucoup de parents d'élèves ont commencé à comprendre. Au lycée Kalmaro, moi j'ai l'habitude d'avoir même des bacheliers qui s'inscrivent. C'est un niveau BEPC, hein. Donc cette année, j'ai enregistré plus de 15 élèves terminalistes. La formation professionnelle est un des secteurs qui peut quand même sortir les jeunes de l'oisiveté, de la délinquance et aussi vraiment permettre au pays de disposer d'une main-d'œuvre qualifiée pour pouvoir faire face à différents chantiers qu'ils peuvent effectivement envisager. On a déjà fait beaucoup et il était temps que nos jeunes se professionnalisent, qu'ils apprennent un métier
Qui dit métier dit déjà l'apprentissage et la formation technique et professionnelle. Au-delà de ces écoles de formation professionnelle et technique, les autorités de la 7e République vont renforcer le fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage FAFPA afin de sortir la jeunesse nigérienne des jougs du chômage et de l'oisiveté dans lesquels elle était jadis plongée. En 2017, on était environ à 10 000 jeunes de formés par an, avec un taux d'insertion à l'époque qui tournait autour de 60%. En 2018, on est arrivé à 20 000 jeunes, avec un taux d'insertion de 75%. En 2019, on est arrivé à 40 000 jeunes environ, puisque ça fait 39 737, avec un taux d'insertion de 77%. En 2020, on n'est pas arrivé au taux de 40 000 jeunes, on est resté à 36 700 environ. Et là, vous conviendrez avec moi que c'était une période exceptionnelle pour nos pays compte tenu de la pandémie. L'intérêt d'une formation professionnelle réside dans le fait qu'elle permet aux bénéficiaires non seulement d'être immédiatement opérationnels, mais aussi et surtout d'avoir l'opportunité d'ouvrir leur propre atelier. C'est mon rêve parce que chez nous, il y a toujours un garage chez moi. Même aujourd'hui, il y a un garage chez moi à la maison. Donc le papa, c'est ce qui m'a motivé vraiment à continuer. Vraiment, on s'en sort bien, vraiment. Les enfants apprennent. J'ai commencé à apprendre ce métier chez un chef de garage avant que le FAFPA ne nous sélectionne pour une session de formation au CFPP, grâce à laquelle j'ai reçu une attestation. Après la formation, ils m'ont inséré dans ce garage. Grâce à Dieu, j'ai beaucoup appris et je gagne bien ma vie car j'arrive à satisfaire mes besoins et ceux de ma famille. Ce secteur, au vu de toute l'attention dont il fait l'objet, doit pousser les jeunes à s'investir pleinement afin de se réaliser et par ricochet propulser le développement, d'où l'appel de ses bénéficiaires. Je suis autonome depuis que j'ai créé mon atelier de couture car j'arrive à faire face à certaines dépenses familiales et personnelles. J'invite tous les jeunes et les femmes à s'intéresser à la formation professionnelle car on ne peut pas chômer avec ce genre de formation. Au vu de tout ce qui précède, l'on peut dire que l'État a joué sa partition. Reste aux jeunes de s'impliquer afin de tirer tous les avantages, car, dit-on, il n'y a pas de sot métier. Pour le volet reportage de cette édition, une de nos équipes de Zender s'est intéressée à la modernisation des grandes villes du Niger, vœu cher au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Le reportage est signé Maman Lawali Tchilo et Ali Habou. Il convient de rappeler que la ville de Zender a bénéficié dans le cadre des activités de Zender Savoie de travaux de voirie d'une distance de 17,2 km, dont 11,2 km ont été réalisés sur l'axe du défilé. Comme les travaux sont étalés sur 3 ans, ainsi pour tenir cette promesse, l'État du Niger a signé un contrat avec la société Soja Satom afin de parachever les 7 km restants reliant le rond-point poste à la jonction route Zender-Soraz déjà réalisée. Toujours concernant la voirie urbaine, la ville de Zender a aussi acquis la réalisation de 5,1 km dans le programme du président de la République, El Hadj Mohamed Issoufou, de la modernisation des grandes villes du Niger. Vous constatez, la SATOM est revenue en force. Ils sont en train de reprendre les travaux. Vous constatez ici, c'est les ouvrages qui sont en train d'exécuter. Alors le second, c'est celui exécuté par l'entreprise MIM. Voilà, les travaux ont repris, il y a le matériel, il y a le personnel, nous sommes là, les travaux ont repris. Et que bon, très bientôt, vous allez voir ces ouvrages-là. Avec les agents qui sont en train de faire des fouilles là, ils sont en train de préparer les assises. Et derrière, il y a déjà les ferrages ont commencé. Donc finalement, les travaux, comme je l'ai dit, les travaux ont repris de plus belle. Une promesse tenue par le président de la République, El Hadj Mohamed Issoufou, dont d'autres suivront incessamment, notamment le lancement des travaux du tronçon Tanout-Tigit
Inch'Allah. Le handicap, qui n'est pas une fatalité, n'empêche pas aux personnes en situation de handicap d'exercer des activités génératrices de revenus. C'est le cas de la maroquinerie qui permet à cette couche de la population d'être autonome. Le point avec Tahir Hassan Abdelkader et Mohamed Agoumou. Pour lutter contre le phénomène de la mendicité et combattre par là même l'oisiveté à Tawa, ils sont nombreux les personnes en situation de handicap qui exercent le métier de la maroquinerie, une activité grâce à laquelle ces artisans handicapés gagnent leur vie malgré les difficultés auxquelles ils font face dans la pratique de cette activité, comme le souligne le responsable des artisans handicapés à Tawa. J'étais mendiant avant de commencer ce métier. C'était depuis le temps du président Ali Sebou quand un Allemand nous a pris au nombre de 11, dont 2 filles, pour nous insérer dans un programme de travail manuel. Et après 2 ans de formation, j'ai jugé utile de rester ici à Tawa afin d'évoluer dans une coopérative. Maintenant, nous arrivons à écouler nos produits tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur, si ce n'est à cause de l'insécurité et cette pandémie de coronavirus qui ont ralenti notre commerce. Je suis enfin certain que s'il y a eu des appuis à l'endroit des autres mendiants, ceux-ci voudraient volontiers s'investir dans ce métier. Sur un tout autre plan, les enfants en situation de handicap bénéficient des mêmes droits à l'éducation que les autres enfants. Au niveau de l'école primaire d'intégration pour non-voyants à mode Nour 1 de Tawa, ils sont nombreux ces enfants qui bénéficient d'une formation. Tout d'abord, quand ils viennent, il faut l'année préparatoire. On les prend en charge. Il faut l'année suivante pour qu'ils soient inscrits au CI. Durant cette année-là, on les apprend les bonnes manières. On les apprend aussi à maintenir les poinçons, à mettre le papier braille dans les tablettes. À l'année suivante, lorsqu'il faut le CI, on commence déjà l'inscription. Donc il faut le CI, les CP, et un seul de leur classe avec leur maîtresse sont accompagnés par des enseignants spécialisés. Arrivés au CE2, on les intègre avec leurs pères qui sont voyants. Vous avez vu lorsqu'on a passé dans les classes, comment ça s'est fait, non? L'intégration. Très malheureusement, contrairement à ces jeunes élèves et artisans talentueux, certaines personnes en situation de handicap préfèrent suivre le chemin de la facilité en s'adonnant à la mendicité qui se présente sous plusieurs formes aujourd'hui. Elles sont de plus en plus nombreuses, les femmes de la région de Dosso, qui s'intéressent à l'embauche bovine en milieu urbain. Cette activité leur permet de subvenir aux besoins quotidiens. Comment se pratique-t-elle? Élément de réponse avec Salamatou Amadou, Adamou et Harissou Garba. L'homme a été de tout temps étroitement lié à son bétail, partageant souvent la même demeure. Dans la ville de Dosso, les populations élèvent toutes les espèces animales. La volaille, la chèvre, le mouton et même le bœuf. Ces gros ruminants encombrants et parfois insupportables dans une habitation en ville. Ici, le premier problème qui se pose à l'élevage en milieu urbain est d'abord l'approvisionnement en fourrage et en aliments pour bétail. Je pratique l'embauche bovine, c'est ma principale activité. J'achète ces bœufs pour les engraisser au bout de quelques mois et dès que je les vends, j'achète d'autres. C'est devenu une passion pour moi. C'est pas trop rentable, mais j'arrive à subvenir à mes besoins. Là où l'élevage urbain est difficile, le son coûte cher. Nous élevons les petits ruminants. Malgré nos maigres moyens, nous achetons du fourrage et nous utilisons le son de nos ménages pour les nourrir. L'élevage est devenu une culture. Dans une famille, c'est bien d'avoir du bétail. Ensuite, celui de la gestion des déchets qui peut poser un problème d'insalubrité. L'élevage urbain est encombrant, mais quand ça devient une passion, on ne peut pas s'empêcher de la pratiquer. Et confier aux éleveurs qui partent au pâturage afin d'éviter la dévagation, car les animaux errants dérangent les usagers de la route. Malgré tout cela,
L'élevage urbain a aussi ses avantages. Bien qu'il représente une passion pour les autres sans miser sur la rentabilité, pour certains, il constitue une source complémentaire de revenus. Comme je suis vendeuse de boules, je donne le sang tiré du mil à mes chèvres et j'achète le fourrage. En ville, c'est difficile car on n'a pas d'espace pour attacher les animaux. J'ai acheté une seule chèvre et elle s'est multipliée. Elle met bas des triplés 2 fois par an. C'est vraiment rentable. Je les vends pour subvenir à mes besoins. En dehors de son importance culturelle, l'élevage périurbain, bien que pratiqué dans des conditions précaires, peut contribuer à lutter contre la pauvreté. Vous le sport à présent, le jeune Sadat Mohamed, natif de la région de Maradi, a présenté hier le trophée du tournoi international de la boxe catégorie 106 kg qu'il a remporté à l'issue de ce tournoi au Nigeria. Les détails avec Sana Tahi et Nassirou Nakakale. Le jeune maradien Mohamed Sajad Lawali Baro a participé au tournoi de boxe international professionnel. Il a combattu dans sa catégorie 66 kg lors de ce tournoi qui s'est déroulé à Anambra au Nigeria. Ce jeune qui a dignement représenté le Niger a remporté la ceinture de sa catégorie à l'issue de ce combat qu'il a opposé à un Nigérian. Ce qui lui a valu cet accueil de Maradawa qui trouve en lui un jeune exemplaire sur qui l'on peut compter pour rehausser l'image du Niger à travers cette discipline sportive. Des animations musicales et démonstrations de différents arts martiaux, boxe, karaté, judo, taekwondo et kung fu ont été organisés à son honneur. Aussi, plusieurs discours ont été prononcés, dont celui du président du comité interdiscipline sportive, Maître Sabiou Deyabou, qui a mis à profit cet instant solennel pour appeler la jeunesse à s'investir corps et âme dans les sports pour leur plein épanouissement. Mama Kaouje, représentant du gouverneur de Maradi, a encouragé le jeune Mohamed Sajad pour ses performances réalisées qui honorent toute la jeunesse nigérienne. Pour l'honorable Kabiru Ibrahim, ce jeune doit être accueilli et honoré à l'image de Alafaga, qui demeure une référence dans le monde sportif nigérien. Enfin, le président de la délégation spéciale de la ville de Maradi, Ibrahim Miko, qui a exprimé toute sa satisfaction quant à cette ceinture remportée par le jeune Mohamed Sajad Lawali Baro, avant d'appeler les autres jeunes à lui emboîter les pas. Vous avez constaté la qualité de nos sportifs. Félicitations à l'endroit de ce boxeur qui est aujourd'hui champion du monde dans sa catégorie 66 kg. HBE, au-delà, j'en appelle vraiment à toute la jeunesse qui se mobilise pour être des exemples pour les autres, pour grandir l'image non seulement de leur région ou ville d'origine, mais également le Niger tout entier. Oui, quand on veut, on peut. Et le jeune Mohamed Sajad vient d'en donner la preuve en se classant champion de sa catégorie, a conclu Ibrahim Miko. Battu par 2 buts à 1 par les Léopards, la République démocratique du Congo, le MENA du Niger quitte le championnat d'Afrique des Nations au bout de 3 matchs seulement. Une situation qui a suscité beaucoup de réactions de la part des Nigériens, surtout ceux qui sont au Cameroun avec le 11 national. Les détails avec Abdelaziz Issaka, notre envoyé spécial. Malgré la grande mobilisation du peuple du Niger et les milliers de supporters qui ont fait le déplacement de Yaoundé pour soutenir le 11 national, le MENA du Niger n'a pas fait mieux qu'une défaite contre la République démocratique du Congo pour cette 3e journée. Une défaite assassine qui met le Niger out pour la suite de la compétition. Notre sortie est prématurée. Prématurée dans le sens que nous avons un peu péché. On a péché parce que toutes les équipes de notre groupe, nettement, nous sommes plus forts qu'eux. Mais malheureusement pour nous,
nos joueurs, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, nous n'avons pas pu concrétiser les actions qui se sont présentées, les occasions de but qui se sont présentées. Oui, j'ai été déçu parce que on devrait être premier de notre groupe parce que nous avons un bon championnat et vraiment malheureusement la présélection n'a pas été bonne et aussi ils amènent un joueur comme Inzaghi qui n'est même pas titulaire de son club, qui est toujours réserve et malheureusement il avait amené titulaire, 2 fois titulaire et il n'a rien foutu et on l'amène pour classer et avec un gardien, le gardien le plus minable du championnat, de notre championnat, on le titularise à ces grandes compétitions comme ça. Voilà les conséquences. Nous avons remarqué quand même que pour ce qui est de notre équipe, il y a de la potentialité. Vraiment, nous avons remarqué qu'il y a eu un travail qui a été fait. Maintenant, à travers les avis des uns et des autres, est-ce qu'il y a eu des erreurs de la part du staff au niveau du choix des joueurs? C'est leur choix et on doit respecter. Mais on a remarqué quand même que les joueurs ils ont péché. Ils ont péché parce que ce qui leur manquait c'est de mettre le ballon au fond des filets. Vraiment je ne suis pas content, c'est vrai, c'est Dieu qui se donne, mais vraiment je ne suis pas content. On a des talents qui peuvent nous faire sortir dans les crises, mais les enfants ne sont pas trop mouillés de maillot, ils ont fait l'autre mieux, mais vraiment c'est pas ça. Ils peuvent mouiller le maillot plus que ça. Il faut que l'entraîneur revoie encore sa copie par rapport vraiment aux éléments qui sont avec lui et voilà, par rapport à certaines positions, par rapport à certains jeux, parce que nous sommes aînés et on fait semblant que c'est nous qui menons. C'est une faute très grave parce qu'il faut faire une pression sur l'adversaire, au moins pour que eux ils perdent vraiment certaines pannes ou certains contrôles qui peuvent nous profiter. Et j'ai vu vraiment sur les 2 matchs, contre le Congo et contre vraiment le RDC qui nous a un peu éliminés en dernière position. Mais sinon vraiment l'ensemble vraiment c'est bon, nous on peut vraiment porter coup de chapeau à ces enfants. Avec 2 matchs nuls et une défaite enregistrée, les lumières du football nigérien s'éteignent dans cette compétition du CHAN, laissant tout un peuple et des milliers de supporters déçus.